Bonjour, nous sommes le jeudi 12 mai 2022 avec une météo qui semble très bonne en cette journée. Ça fait déjà quelques temps que cette météo dure avec de très bonnes températures. D'ailleurs, elle dure tellement depuis un certain temps qu'on commence à se demander s'il n'y a pas une forme de sécheresse qui est en train de s'installer euh, pour l'instant. Voilà, depuis un petit temps, et on n'a pas euh, les pluies, les quantités de pluie qu'il faudrait pour pour un mois normal du mois de mai, voire du mois d'avril, parce que c'est le mois d'avril et le mois de mai, bon, on n'a pas connu de nombreuses précipitations. Donc c'est un petit peu, je veux dire, pour les agriculteurs, et bon, bien sûr, pour ceux qui gèrent les volumes d'eau, mais ça peut être un problème pour l'eau, c'est quelque chose de fondamental pour la vie. Et donc, nous en avons tous besoin. Et donc, manquer d'eau, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc il faut aller puiser sur des réserves quand on n'a plus d'eau. Mais en tout cas, on n'en est pas encore là. Mais disons on vit une forme de petite sécheresse apparemment, parce que ça fait déjà un petit temps que cette météo est très bonne. Oui, c'est pour, pour travailler en extérieur ou faire de tourisme. Effectivement, bon, c'est propice à des sorties. Notamment hier, il a fait une belle journée ensoleillée avec une très bonne température. Il faisait quand même un petit peu chaud pour la période du mois de mai. Donc on était à mon avis, on était hier hors euh, température normale parce que bon, il a quand même fait chaud hier. On ressentait certaines formes de chaleur pour un 12 mai. Pour un 12 mai. Donc je veux dire, bon, la journée d'hier était très bonne, très bonne. Et aujourd'hui, apparemment, ça suit, mais en tout cas, ce qui se différencie par rapport à hier, c'est qu'on a moins de ciel azuré, la température est un tout petit peu plus basse que celle d'hier, parce qu'hier il a fait quand même bien chaud, et le ciel bon, se remplit de nuages épars. Donc je ne sais pas s'il va pleuvoir, mais en tout cas, c'est pas parce nous avons des nuages épars euh, de passagers qui font que la pluie va arriver. En tout cas, il n'a pas plu depuis un bon petit moment, donc on- je ne sais pas s'il va pleuvoir et s'ils ont prévu de la pluie pour aujourd'hui, mais ça m'étonnerait. Voilà, ceci étant dit, je vais vous présenter ici euh, quelque chose qui est fondamental pour les étudiants. Je spécifie bien pour les étudiants et non pas pour ceux qui travaillent en chimie, parce que ceux qui travaillent en chimie n'ont pas besoin d'organigramme d'emploi de la MOL, et parce que ceux qui travaillent en chimie sont habitués avec le calcul, voilà, euh, avec le calcul du nombre de moles, si c'est un gaz, du volume de gaz, voilà, de nombre de molécules à rechercher, ben, ils n'ont pas besoin d'aller voir sur un organigramme pour pouvoir traiter des petits calculs qui concernent donc euh, des variables de matière. Alors quand j'appelle variable de matière, c'est le nombre de moles qui est une quantité de matière. C'est la masse qui peut être donnée en grammes. C'est un volume qui peut être donné en mètres cubes ou en litres, peu importe. Voilà, donc tout ça, ce sont des variables qui sont liées à de la matière. Et donc, pour calculer ces variables-là, ben, les étudiants ont besoin de visualiser au travers d'un organigramme pour mieux s'y retrouver. Oui, je me suis trompé d'organigramme, puisque c'est j'ai inversé deux lettres. Ouais, c'est organigramme, hein. Vous avez compris que j'ai fait une petite erreur de... Et donc, ceci, vous aurez compris que c'est uniquement les étudiants qui utilisent ceci, parce que et ceux qui apprennent la chimie, parce que ceux qui sont habitués avec la chimie, euh, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils font leurs calculs directement, en direct, sans aller rechercher l'usage d'un quelconque organigramme. L'organigramme est une aide, bien sûr, vous aurez compris que c'est une aide pour ceux qui ne sont pas habitués, je veux dire, à manipuler des calculs de variables euh, que l'on retrouve en chimie, comme la masse, le volume, le nombre de moles et le nombre de molécules. Bon, celui qui n'est pas habitué, ben, il peut utiliser. Et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est pour aider justement ceux qui ont un petit peu des difficultés à voir,
comment faire les traitements en chimie, parce que ce sont des traitements je veux dire, qui sont fortement utilisés en chimie. On demande parfois de rechercher ben, le nombre de moles, une quantité de matière, qui est une variable chimique, hein. Ça c'est une variable purement de la chimie. Connaissant le nombre de moles, ben, on peut connaître la masse d'un composé, d'une substance, euh, sa masse. Alors la masse, bien sûr, ça peut être soit la masse d'une matière qui est soit sous forme à l'état liquide, soit à l'état solide ou soit à l'état gazeux, peu importe, ça ne change pas. La masse, c'est la masse d'un liquide. On peut donner la masse d'un gaz, hein, pourquoi pas, en décigrammes, voilà, en centigrammes, en milligrammes, la masse d'un gaz, voilà, je peux la donner en grammes, il n'y a pas de problème pour ça. Alors la masse, bien sûr, l'unité de masse, vous aurez compris que c'est utilisé ici, enfin, dans cette, on va dire, cet organigramme. Bien sûr, la masse est en grammes. La masse est en grammes. Donc, ici, on utilise on n'est pas, on traite pas voilà, des matières au niveau de stock chimique en kilos ou en tonnes. Ici, bon, c'est simplement des petites réactions qui vont se faire nécessitant des petites masses, des petites masses. Maintenant, si la masse est grande, on faut réadapter, bien sûr, l'unité de masse. Là, à ce moment, vous devrez remettre en kilos, parce que bon, si on a une très grande masse en grammes, ben, il faut réduire cette valeur en un nombre plus petit. Là, vous repassez au kilo. Au kilo. Bon, mais en général, si vous faites des réactions chimiques, vous allez utiliser le gramme. Donc, si on vous donne des décigrammes, il faudra remettre en grammes. Si on vous donne des centigrammes, vous remettez en grammes. Si on vous donne des grammes, ben, il n'y a rien à faire, vous le laissez en grammes. Ça va être comme ça. Alors ici, c'est la quantité de matière qui est la mole. Alors la mole s'écrit avec M-O-L-E. Ça, c'est la quantité de matière qui est la mole. Voilà, c'est un nom. Alors l'unité de la mole, bon, s'écrit avec pour ne pas pour le distinguer avec voilà, le nom qui est la mole, ben, l'unité c'est le mole. L'unité de la mole, c'est le mole. Voilà. Donc, vous savez très bien que c'est une unité purement chimique, utilisée par les chimistes, alors que, bon, bien sûr, le gramme, c'est une unité de physique, hein. Alors, on place sur comment on appelle ça, le cercle de gauche, euh, c'est le nombre d'entités. Alors, pourquoi nombre d'entités? Euh, Nombre d'entités, alors je rappelle que, bon, je vais le mettre sur le côté. Je rappelle que si vous prenez le tableau de Mendeleïev, n'allez pas mettre en grammes un atome. Hein. Un atome, c'est tout petit, on ne le voit pas un atome. Donc un atome, c'est sûrement pas en grammes. Ce que vous voyez, les valeurs de masse sur le tableau de Mendeleïev sont données en, en, en unité de masse atomique. UMA, en unité de masse atomique. Alors, parce que c'est tout petit. Alors, n'allez pas mettre en grammes, sinon vous aurez votre maison qui s'effondrerait, votre corps qui tomberait, vous serez trop lourd. Donc, n'allez pas mettre en grammes, parce que ça, c'est complètement faux. Alors, c'est des unités de masse atomique. Alors, pour mettre en grammes, on peut le mettre en grammes, ce que vous voyez sur le tableau de Mendeleïev, mais alors ça va concerner une mole, c'est-à-dire une mole. Donc, une mole, qu'est-ce que c'est? C'est toujours la même quantité de matière, quel que soit l'atome ou la molécule ou les ions. Donc une mole, c'est 6,0. Bon, ici j'abrège, hein, 6,02 fois 10 exposant 23. J'abrège parce que on sait qu'on remettre des valeurs. Là, vous allez voir sur internet, c'est 6,02 et on sait qu'on remettre des valeurs, hein. Bon, je peux le mettre avec précision. Ici, la précision est ici au centième. Voilà, au centième par rapport au 6. Hein, par rapport au 6. Voilà, parce qu'après, bien sûr, c'est 10 exposant 23. Voilà. Donc, ça, c'est le nombre d'entités. Mais ça peut être des atomes. Ça peut être des atomes. Bon, s'il s'agit d'atomes, ça peut être des molécules, voire des ions. Voilà, c'est ça que j'appelle entité. Donc, il faut énormément d'entités, 10 exposant 23, pour avoir une mole. Là, vous avez une mole. Ça, c'est, si vous voulez, c'est le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro,
eh bien, c'est pour une mole. On a toujours, quel que soit l'atome, la molécule, quel que soit le type de molécule, hein, que ce soit une molécule ou une autre, une mole, c'est toujours 6,0 fois 10 exposant 23 particules, qui est le nombre d'Avogadro. Voilà, là, il y a une mole. Et là, vous pourrez parler en grammes. Quand vous avez une mole, vous pouvez parler en grammes, parce qu'il y a une quantité d'atomes ou de molécules qui représente voilà, quelque chose de plus lourd, donc qui va s'exprimer en grammes, et non plus en UMA, parce que l'UMA, c'est tout petit. C'est tout petit. Donc, ici, je mettrai le nombre d'entités, qui sont, vous demandez le nombre de molécules ou le nombre d'atomes, et bien sûr, là, vous aurez compris qu'il s'agit des gaz. Des gaz, et donc on va parler en volume de gaz. Alors ça, c'est le volume. Alors bien sûr, volume, ça concerne que les gaz. Hein. On parle de volume. Pourquoi Pour la raison suivante, c'est que dans les états, vous avez l'état solide, liquide et gazeux. Bon, vous aurez compris que dans un solide, les interactions sont fortes. Les interactions moléculaires sont fortes. Donc, un solide, c'est solide, comme on dit, mais ça tient, au travers, bien sûr, des cristaux. On peut avoir des cristaux, ça tient à travers des cristaux, hein. On a toutes des formes cristallines, par exemple rhomboédrique, voilà, il y a le réseau de Bravais qui vous donne voilà, le réseau cristallin, par exemple des solides. À côté de ça, vous avez les liquides. Les liquides, là, à ce moment-là, les forces d'interaction moléculaires sont faibles. Donc là, à ce moment-là, il faut un contenant. Parce que ça roule, les molécules roulent. Voilà, on a des molécules qui roulent. Donc à ce moment-là, le liquide, je suis obligé de le mettre dans un contenant. Un vase, un verre, peu importe. Voilà, donc, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il faut savoir ici? C'est que, bon, les solides sont incompressibles. Les liquides sont peu compressibles. On peut dire qu'ils sont incompressibles aussi. Voilà, ça, ce sont les solides. Et là, on a un liquide. Le liquide, bon, il est contenu dans, dans un verre, dans un vase, dans un verre. Le verre est peut-être fermé ou ouvert. Hein. Bon, ça, c'est une question d'hygiène. On le ferme pour une question d'hygiène pour pas qu'il y a voilà, voilà, ça c'est un liquide dans un contenant. Maintenant, le gaz, c'est pas la même chose. Les gaz, ça ne répond pas à la même optique parce que les gaz, les interactions moléculaires, ben, il n'y en a pas, elles sont inexistantes. Ce qui veut dire que le gaz, moi, il s'échappe. Donc, pour contenir un gaz, il faut l'enfermer dans cette fois-ci, un réservoir fermé. Il faut un réservoir fermé. Donc, je dois mettre un réservoir fermé. Là, on peut mettre un gaz. Là-dedans, je peux mettre un gaz. Là, ça, c'est pour les gaz. Il vous faut un réservoir. Bon, alors, maintenant, quelle est la quantité qu'il y a dans ce... dans ce volume qui est le réservoir. Et là, ça pose un problème. Ça pose un problème. Autant, voilà, autant un solide, on en connaît voilà, sa masse, autant un liquide, on peut en connaître sa masse, mais pour les gaz, envoyant un gaz dans un réservoir, on ne peut pas dire ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que un gaz, on peut le comprimer. Il est compressible. Donc, il y a toutes les lois des gaz. Hein. Je vous rappelle les lois des gaz. Vous avez la loi de Boyle et Mariotte. Alors, la loi des gaz, c'est des lois des gaz. Hein. Ça concerne les gaz. Donc, vous avez la loi de Boyle et Mariotte, donc, qui est une transformation isotherme, donc à température constante. Voilà, donc ça veut dire que pression, si vous faites varier la pression, ben, le volume va varier. Et inversement, si on fait varier le volume, ben, la pression va varier, donc à température constante. Donc vous voyez que pression et volume, je peux réduire le volume ici. Le volume de gaz, je peux le réduire tout simplement en manipulant la pression. Donc vous voyez que là, on peut vous offrir un petit volume et vous dire, bon voilà,
il y a la quantité de gaz il y a une certaine quantité de gaz dedans. Mais, voilà, il faut y croire parce que le volume soit grand ou petit, tout dépend de la, voilà, des paramètres PVT. Tout dépend des paramètres PVT. Alors P c'est pression, V c'est volume et T c'est température. Donc le volume, les gaz sont compressibles. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme volume? On ne sait pas le dire. Bon, ça dépend de la pression. Hein. Ça dépend de la pression qu'il y a à l'intérieur, voire si voilà, c'est à température constante, ça dépend du volume qu'il y a à l'intérieur, ben, ça dépendra de la pression. C'est la loi de Boyle-Mariotte. Maintenant, on peut avoir aussi une transformation isobare, c'est-à-dire à pression constante. Là maintenant, on peut avoir un volume qui est dépendant de la température. Voilà, un volume qui est dépendant de la température. Là, si la température augmente, mais on a la dilatation du gaz, donc le volume va augmenter. Donc vous comprendrez que là, le volume du gaz peut varier en fonction soit de la température ou pression. Maintenant, il y a la loi générale de la dilatation des gaz qui fait référence à voilà, une combinaison de la loi de Boyle-Mariotte et de loi de Charles. Donc on peut manipuler aussi bien la pression que le volume. Enfin, on peut manipuler soit oui, pression, volume et température en même temps. Donc ce qui veut dire, en gros, ce que je veux dire par là, c'est pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'un volume, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça dépend de la pression. Or ici, dans le diagramme que je vous ai donné, il n'y a pas de pression. Donc c'est pour ça qu'il faudra se fixer deux pressions qui seront toujours de mise. Et ces pressions qui seront toujours de mise, ben, on va les utiliser. On va fixer la température, bien sûr, soit en condition CNTP, soit en CSTP. Alors, si vous trouvez un autre volume, c'est que vous n'êtes ni en CSTP ni en CNTP, parce que le volume peut prendre n'importe quelle valeur, sauf si maintenant vous fixez les conditions de température et de pression. Alors maintenant, je vous rappelle ici, je parlerai des conditions de température et de pression par après, parce que la pression doit avoir une certaine valeur, bien sûr, et la température aussi. Alors, sachez que le CSTP, c'est conditions standard de température et de pression. Maintenant, encore faut-il définir ce mot standard. C'est des conditions de laboratoire. Mais alors, à quelle pression? C'est surtout ça. Ça, je verrai par après à quelle pression. Le CNTP, c'est à 0 degré. Voilà, la température est de 0 degré, mais la pression, je vous dirai, c'est laquelle. Parce que bon, la pression, on peut la définir. Voilà. Donc ça veut dire que le volume, il peut varier. Mais maintenant, si vous avez condition CNTP et CSTP, ben, vous avez que deux volumes possibles. Deux volumes possibles. Maintenant, si vous n'êtes pas en CNTP, CSTP, le volume, il peut prendre n'importe quelle valeur. Pour autant, enfin, ça dépend de la pression, hein, dans le réservoir. Ou de la pression et de la température, bien sûr. Bon, alors donc, ceci étant dit, alors, si vous devez chercher le volume, connaissant bien sûr la masse, la masse, la masse du gaz, vous le connaissez, il vous donne la masse du gaz en grammes. Vous faites, vous connaissez la masse, vous devez passer par calculer le nombre de moles. Je donnerai les conditions CNTP, CSTP après, parce que vous allez voir que c'est pas si évident que ça. C'est pas aussi évident que ça. Ça dépend de la pression. Et comment on définit les conditions CSTP. Alors je vous montrerai après le site internet qui vous indique voilà, les conditions CSTP, comment elles sont utilisées. Là, certains utilisent certaines pressions, d'autres une autre pression. On verra par après. Alors là, vous avez si vous connaissez le nombre de la masse, voilà, vous pouvez trouver le volume en passant par le nombre de moles. Maintenant, si vous connaissez le nombre comment on appelle ça, d'entités, vous pouvez calculer
le nombre de moles. Et connaissant le nombre de moles, vous pouvez trouver voilà, le volume du gaz. Le volume du gaz. Alors bien sûr, ici, le nombre de molécules, c'est pour un liquide, gaz ou solide, on s'en fout de ça. Bon, en tout cas, ce qui concerne les gaz, c'est uniquement le volume. On parle en volume de gaz, dans conditions CNTP, CSTP, c'est pour les gaz. Hein. Voilà. Quoi qu'on peut parler de volume pour un liquide, mais ici, bon, c'est un volume de gaz, parce que ça fait référence avec les conditions CNTP, CSTP. Donc on a bien un gaz là-bas. Alors le nombre de moles, ça peut être aussi valable pour liquide, gaz ou solide. Voilà, donc... mais le volume, c'est ici, en conditions CNTP, CSTP, c'est pour les gaz. Hein. Voilà, donc ce qui veut dire que si vous connaissez la masse, et que vous devez chercher le volume, mais vous devez passer par le nombre de moles et puis le volume. Maintenant, si vous connaissez le nombre d'éléments, vous devez repasser par le nombre d'entités. Je m'excuse, si vous connaissez le nombre d'entités, vous devez calculer le nombre de moles, ensuite le volume. Voilà, vous voyez que le chemin, il faut choisir le chemin. Il y a un chemin bien précis. Bon, et inversement, on peut faire le chemin inverse. Le chemin inverse, vous connaissez le volume, vous pouvez trouver le nombre de moles. Vous connaissez le nombre de moles, vous pouvez trouver la masse. Vous connaissez le nombre de moles, vous pouvez trouver le nombre d'entités. Donc on sait tout calculer, hein, il n'y a rien qui est difficile ici. Alors, maintenant, je vais mettre les formules. Alors, sachez que en descendant, là vous aurez, si vous descendez, vous aurez une division ici. En descente, on a une division et une multiplication. Voilà. Et donc, si vous remontez, vous aurez une division et deux multiplications. Donc, si vous retenez que si vous descendez, vous avez deux divisions et une multiplication. Alors, comment ça va se passer? Là, vous divisez par le nombre d'entités qui vous sera donné. Hein. Le nombre d'entités vous est donné, que je vais appeler NE. Vous divisez par, je vais mettre la même couleur que le chemin. Donc vous faites le nombre d'entités divisé par 6,2 fois 10 exposant 23. N divisé par le nombre d'Avogadro. Que je vais appeler NA, nombre d'Avogadro. Vous faites N divisé par NA. Maintenant, je vous ai dit qu'en dessous vous multipliez. Vous faites, bien sûr, N fois NA. NA c'est 6,02 fois 10 exposant 23. Donc là, si vous remontez, c'est N fois NA. Ouais. Donc quand vous descendez, vous divisez. Alors pour la masse, là il faut connaître la masse molaire. La masse molaire, vous la calculez bien sûr si c'est la masse d'une molécule. Vous faites la somme, voilà, vous allez chercher dans le tableau de Mendeleïev et vous calculez par exemple, vous faites CO2, vous allez chercher la masse de l'oxygène dans le tableau, vous faites x2 parce que CO2, il y a deux oxygènes, hein, dans la formule CO2 il y a deux oxygènes. Vous faites 2 fois la masse de l'oxygène, voilà, plus la masse du carbone. Alors si mes souvenirs sont bons, le carbone je crois que c'est 12 et l'oxygène c'est 16. Donc vous faites 12 plus 16 fois 4, puisque, enfin 16 fois 2, parce qu'il y a deux oxygènes, CO2.
O2, il y a 2 oxygènes. Donc, comme l'oxygène, je crois que c'est C, c'est 15,99, je crois. Si mes souvenirs sont bons, voilà. Et vous faites donc 16 fois 2, parce qu'il y a 2 oxygènes. La masse d'une mole d'oxygène, c'est 16 grammes. 16 fois 2, ça fait 32. Plus le carbone, je crois qu'il fait 12, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et 32 plus 12, ça fait 44 grammes. Donc le CO2, une mole de CO2, c'est 44 grammes. Et ça, c'est la masse molaire du CO2. Et donc la masse molaire, je vais l'appeler grand M. Donc là, je dois faire une division, je dois faire la masse en descente, la masse, donnée en grammes, bien sûr, divisée par la masse molaire calculée dans le tableau de Mendeleev. Et la masse molaire, ça indique grand M. Ça, c'est la masse molaire. Grand M est la masse molaire. Alors, pour remonter, je vous ai dit que c'est une multiplication, parce que si on descend, si c'est une division, ben pour monter, c'est une multiplication. Et là, bien sûr, vous trouvez le nombre de moles. Hein. Vous trouvez le nombre de moles. Si vous faites M divisé par grand M, vous avez le nombre de moles. Maintenant, en connaissant N, si je fais N fois la masse molaire, ben j'obtiens M. J'amasse. Alors que si vous obtenez N, hein, pour N sur M, vous obtenez N. Là aussi, vous avez N. Hein. Le tout. N, là, ici, c'est N est égal à M sur M. Voilà. Là, bien sûr, N fois... oui, ici, je me suis trompé, je m'excuse, c'est pas N fois NA. Parce que là, je cherche NE. Ouais, mais ici, je l'appelais N... Je l'appelais N ici, pas NE. Pour ne pas trimballer un E. J'ai fait une petite erreur, hein, je vais la corriger. Petit instant. Ici, c'est bien N. Là, vous avez bien N est égal à N sur NA. N est égal à M sur N. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la descente, parce que je m'étais trompé. Puisqu'on connaît le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Voilà, et ça, vous obtenez le N. Voilà, vous avez pour remonter, on cherche le grand N, bien sûr. Hein. Donc, c'est grand N que je cherche. Grand N est égal à le nombre de moles, qui est petit n, fois le nombre d'Avogadro, qui est 6,02 fois 10 exposant 23. Voilà, donc, bon, maintenant, il ne reste plus que les volumes de gaz. Alors maintenant, il faut aller rechercher le volume molaire. Le volume molaire, qui est le volume d'une mole. Et ça dépend des conditions CSTP ou CNTP, volume molaire. Alors, le volume molaire, je vais le mettre en vert. Il n'est pas le même, bien sûr, puisque en CNTP, CSTP, parce que les conditions de température et de pression ne sont pas les mêmes. Donc, volume molaire, que je vais appeler V, V petit m, volume molaire. Tout comme ici, il y aura un volume molaire. Alors, en remontée, on recherche le nombre de moles. Donc, alors je vous ai dit, c'est une division. Hein. En descente, c'est une division ici. N, c'est égal à volume divisé par le volume. Ouais, ici, c'est jaune, c'est pas ça que j'aurais dû mettre parce qu'on voit plus rien. Le volume, le nombre de moles que je recherche est égal au volume divisé par le volume molaire. Non, en descente,
quand on descend, c'est une... Non, quand je descends, c'est une multiplication. Donc c'est l'autre côté. Non, oui, non, je cherche le nombre de moles. Je remonte, je redescends pas, je remonte. Donc, puisque je cherche le nombre de moles, connaissant le volume. Alors, le volume, bien sûr, c'est V. Hein. Le volume de gaz, c'est V. Le volume de gaz, vous aurez compris que c'est V. Hein. Et bien sûr, de l'autre côté, ben, c'est une multiplication. Et la multiplication, ben, c'est... on recherche le V. Comme on a une multiplication, ben, je vais multiplier tout simplement le N par Vm. Voilà, et ici, vous avez tout. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à savoir que le volume molaire, si vous devez traiter un gaz, quel est le volume molaire? Et là, je vais vous renvoyer vers un site internet qui est, voici, c'est ce qu'on appelle les conditions standards de température et de pression. Alors, là, je vous laisse lire ce qu'il en est. Voilà, par exemple, ici, ils vous disent jusqu'en 1982, en chimie, l'IUPAC, donc c'est l'Institut d'Union de chimie, l'IUPAC, de chimie, c'est une union internationale de chimie, voilà, qui fixe un petit peu les normalisations des règles, etc., etc. Ils vous disent que jusqu'en 82, le CSTP était défini comme une température de 273,15 Kelvin à 0 degré Celsius. Et voilà, 0,2, c'est 32 Fahrenheit, hein, et une pression absolue exactement de 1 atmosphère, c'est-à-dire 101 325 pascal. Voilà. Ça, c'était jusqu'en 1982. Depuis 1982, le CSTP est défini comme une température de 273,15 Kelvin, c'est-à-dire 0 degré Celsius, et c'est-à-dire 32 Fahrenheit, et une pression absolue qui n'est plus la même, qui est de 100 000 pascal, donc c'est-à-dire 1 bar. Donc vous voyez que d'un côté, on a tous les deux 0 degré, et d'un côté, on a une pression qui n'est pas la même, qui est 101 325 pascal, et l'autre qui est de 100 000. Vous allez me dire, la pression a que 1325 de différence. Oui, mais ça se ressent quand même dans le volume molaire. Hein. Dans le volume molaire. Alors, comment je vais faire mes calculs? Les calculs proviendront tout simplement de la loi des gaz parfaits. Hein. La loi des gaz parfaits, eh bien, vous avez PV égale NRT. R étant la constante des gaz parfaits, NRT. Alors le R dépend bien sûr du système d'unité. Alors, comment rechercher le volume molaire? Ben, comme son nom l'indique, le volume molaire c'est pour une mole. Hein. Son nom l'indique, volume molaire. Donc, ce qui veut dire le N vaut 1. Bon, si le N vaut 1, on a PV égale RT. Bon, R étant une constante. Bon, pour trouver le volume molaire, ben, il faut juste fixer le R étant une constante. Il suffit de fixer la température et la pression. Et on peut calculer ce volume molaire. Et ça, c'est les définitions justement qui sont données en fonction du CNTP, CSTP, etc. Voilà. Et donc, si on fait différents calculs, voilà, ici vous voyez qu'il y a encore le CSTP ne doit pas être confondu, le STP, la température et pression standard, ne doit pas être confondu, ça c'est température et de pression standard, ne doit pas être confondu avec l'état standard couramment utilisé dans les évaluations thermodynamiques de l'énergie et enfin de l'énergie de Gibbs d'une réaction. Bon, là à ce moment-là, on a le NIST qui utilise une température de 20 degrés Celsius et une pression absolue de 1 atmosphère. Vous voyez que ça c'est quoi? Le NIST, c'est le NIST.
Alors l'état standard, ne pas confondre donc l'état standard et le STP. Donc là, le STP, c'est défini jusqu'en 82 comme étant une température de 0, c'est-à-dire 273,15 Kelvin, une pression absolue de 1 atmosphère. Alors que depuis 1982, le STP, c'est 273,15 Kelvin, c'est-à-dire 0 degré Celsius, et une pression de 1 bar, c'est-à-dire 100 000 pascal. Donc, vous voyez que les définitions sont là. Alors, il y a les conditions métriques standards internationales pour le gaz, pour les fluides similaires. Là, à ce moment-là, c'est 15 degrés Celsius et 101 325 pascal de pression. Il suffit de faire le calcul, hein, par la formule que je vous ai donnée. Alors, il y a encore ici de nombreux professionnels scientifiques utilisent le système d'unité métrique qui définissait les conditions de référence standard de température et de pression pour exprimer le volume de gaz comme étant 15 degrés. Voilà, et une pression de 101 325 pascal. Voilà. Bon, utilisation actuelle, voilà. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'utilisation actuelle. Bon, vous avez l'UPAC, par exemple, l'UPAC depuis 1980 définit conditions de référence standard comme étant le 0 et 100 000 et 1 bar. Ça fait 100 000 pascal. Contrairement à son ancienne norme qui était de 0 degré et 101 325 pascal. Ah. Donc vous voyez que pour les écoles, ça pose un problème. Hein. Vous avez calculé à quelle pression, à quelle température. Parce que en fonction de la pression et de la température, vous allez avoir un volume molaire. Hein. Le volume molaire, il est distinct. C'est normal parce qu'il dépend de la pression et de la température. Je vous ai dit qu'un gaz, il dépend de la pression et de la température. Voilà. Donc, le volume d'un gaz dépend de la pression et de la température. On peut comprimer le gaz. Voilà. Comment on peut l'expanser, comment on peut le comprimer. On peut le détendre, on peut le comprimer. D'ailleurs, il existe ce qu'on appelle des détendeurs, des appareils pour les détendre. Bon, ce qui permet de le comprimer, bon, c'est un compresseur qui permet de comprimer un gaz, par exemple. Voilà. Par exemple, maintenant, si un gaz, on le fait chauffer, ben, il va se dilater. Donc, le volume va augmenter. Donc, ça, ce sont des principes de thermodynamique, les lois de Charles Gay-Lussac. Les lois de Charles, les lois de Charles et Gay-Lussac, parce qu'il y a les lois de Charles tout seul et Gay-Lussac tout seul, mais les lois de Charles et Gay-Lussac, et bien sûr il y a la loi des gaz parfaits, PV égale NRT, bon, qui résume un petit peu les lois de Charles, comment on appelle ça, de Charles et de Boyle-Mariotte. On s'est trouvé tout avec les lois des gaz parfaits. Bon, enfin bref, ici, voyons voir. Ici, je vous donne ici, ils ont déjà calculé ici, hein. Tout a été calculé, la température est de 0, donc ici il vous donne en Fahrenheit, bon, on s'en fout, il vous donne en kilopascal, c'est-à-dire 100 000 pascal, 101 325, 101 325, 101 325, 101 325, 100 000 pascal, bon, tout ça, ça a été calculé avec la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Voilà, si vous voulez en millimètres de mercure, c'est 750, mais ça on s'en fout, parce que si vous voulez, moi si je calcule en pascal, voilà, je peux calculer dans la formule que je vous ai donnée là-bas en pascal. Voilà, là je vais le mettre en pascal. Bien sûr, la température, c'est la température thermodynamique, il faut le mettre en Kelvin. Hein. Donc vous avez le T plus 273,15. Voilà, vous l'avez, ça c'est la température thermodynamique en Kelvin. Sachant que T c'est en degrés. Et donc, connaissant TP, bah, vous utilisez la constante des gaz parfaits qui est environ 8,32. Bon, on peut la mettre avec plus de précision, mais c'est 8,31. Vous mettez 8,32, c'est bon. Et là, à partir de là, quand vous connaissez, vous mettez 8,32 ici, vous calculez la température là et la pression là, mais vous allez avoir le volume molaire à la température, bien sûr, référencée et pression référencée. Et donc ici, ils vous ont donné différentes conditions, voilà, voilà, IUPAC STP depuis 1982, NIST ISO 107 10780, anciennement IUPAC STP jusqu'en 1982, ISA de l'eau ACI, ISO 13443 JIA, définition du système international. Donc, système international, c'était voilà, 15 degrés, 5325 pascal. Ah, L'association américaine des physiciens en médecine, c'était 22 degrés et 101 325 pascal. L'IUPAC vous donne voilà, 25 degrés et 100 300 pascal, etc., etc.
Là, vous avez toutes des références comme ceci. Bon, bah, maintenant, on va pas calculer avec tout ça, hein, parce que bon, vous avez pu voir que bon, je peux rechercher l'ISO 5011, c'est 20 degrés, 101 300 pascal. Voilà, si je vais chercher le SPE, l'US.SCF, oui, voilà, ça fait beaucoup tout ça, hein. Ça fait beaucoup. Donc là, pour ça, pour aller chercher le volume molaire, bon, on va aller chercher les conditions de laboratoire qui sont ici hum, à 25 000, à 25 degrés Celsius et 100 000 pascal, par exemple. Voilà, par exemple, hein. Et donc là, les calculs sont faits, hein, j'ai pas besoin de les faire. Vous voyez, c'est 8,31,45, c'est 8,32 environ. 32. Là, ils ont pris 0 degré et 101 325 pascal. Pour le premier, donc là, quand vous calculez ça, vous avez 22 litres 4 en gros. Voilà, c'est 22 litres 4 qui fait 22,4 décimètres cubes. Parce qu'un litre, c'est un décimètre cube, hein. Un litre, c'est un décimètre cube. Donc là, ça, c'est les conditions 0 degré, 101 325. Voilà, il suffit d'aller chercher dans le tableau 0 degré, 101 325 pascal. C'est les conditions, voilà, NIST, ISO 107080, anciennement UPAC, STP jusqu'en 1982. Voilà. Et donc là, si vous faites ça, ben, le volume molaire vaut 22 litres 4. Le volume molaire, il vaut 22 litres 4. Maintenant, je vais regarder en CSTP. CSTP. Bon, on peut prendre. Vous avez 22 litres 7. Enfin, ça, c'est pas CSTP, hein. Bon, bien sûr, je vous ai dit qu'ici, il calcule quelques volumes molaires pour quelques température et pression, toujours en prenant 8,31,45 qui est la constante des gaz parfait. V est égal à R sur T sur, bien sûr, température thermodynamique, sur, qui est en Kelvin, bien sûr, sur la pression qui est en Pascal. Et donc, la réponse, le volume, il sera en litres. Donc, le 8,31, là, c'est les unités, vous savez, c'est quoi? Parce que vous connaissez, vous savez que V, c'est en litres, et que 101 325, c'est en Pascal. Voilà. Et le 273, c'est en Kelvin. Donc, vous pouvez trouver la valeur de R ici. Donc, ce sera des, des litres fois des litres fois des pascals sur des kelvins. Des litres fois pascal sur kelvin. Et ça, c'est la constante R. Donc 8,31 litres fois pascal par kelvin. Litres fois pascal par kelvin. Donc là, je vous ai dit qu'ici, bon, je vais chercher, on a un 24 466, un 24 790. Bon, le 24 790, il peut être utilisé aussi. Le 24 46, c'est 24,5. Alors 24,45, c'est, je peux l'utiliser. 24,5, c'est une condition, voilà, à 20, je peux utiliser 24,79 ou 24,5. Alors 24,79, c'est 24,8. Alors il y a soit 24,8 ou 24,5. Je vais mettre ici, voilà, 24,8. Alors qu'est-ce que c'est que le 24,8? Je vais mettre d'abord le 24,5 litres. Et c'est là que je vais aller chercher dans le tableau si vous pouvez utiliser, bon, en CSTP, le 24,5. Voir le 24 sur la norme. Voilà. Je vais rechercher un autre.
petit instant, je m'excuse, je vais mettre de l'ordre pour bien s'y retrouver. Voilà. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait 24/8. Donc je peux mettre aussi 24/8. Alors, maintenant, c'est de voir justement quelle est la différence entre ce 24/5 et ce 24/8. Bien sûr, 24,8 litres et 24,5. Ouais. Il y en a un, ils sont tous les deux à 25, hein, c'est une condition de laboratoire, 25 degrés Celsius. Simplement, il y en a un qui est à 1325 pascal et l'autre qui est à 100 000 pascal. Donc, si je remonte, si je prends le 24,5, c'est 125 et 100 1325 pascal. 25. Voilà, on a 25. 100 1325. Eh bien, ce sont les règles EPA. Voilà, 25 et 100 1325, c'est le système EPA. Alors, 25 et 100 000, c'est UPAC. Il y en a un UPAC et l'autre EPA. 100 000, c'est UPAC. Le plus petit, c'est UPAC. Donc, ça, c'est l'UPAC. IUPAC. Celui-ci, je crois que c'était EPA. Donc 24/8, comme j'ai dit, c'est 101 325 pascal. Oui, donc c'est l'EPA. Non, je me suis trompé, puisque c'est le contraire. 5325, ça donne 24,5, c'est le contraire. 5325, c'est 24,5. Et 101 325, je vais revoir. 101 325, 25. C'est l'EPA. C'est le contraire, hein. Ça c'est l'EPA. Et ça c'est l'UPAC. « 24/8, c'est 25 degrés et 100 000 pascal. Alors, là, c'est l'UPAC. 25 degrés, 100 325 pascal, c'est l'UPAC, SATP. Donc là, je viens de dire c'est 100 000 pascal. Quand je fais les calculs pour trouver le volume molaire avec 100 000 pascal, ça a déjà été fait, donc je ne fais pas le calcul. 25 et 100 000 pascal, le voici. Ça vous donne 24/8. 24/8. Donc ça c'est l'UPAC. 100 000 pascal, c'est l'UPAC. Donc vous voyez qu'ici CNTP, c'est conditions normales de température et de pression, et conditions de standard de température et de pression, c'est des conditions laboratoire, mais autant dire, ça dépend de la pression de laboratoire. Hein. Si c'est voilà, les règles fixées par le PA ou l'IUPAC. Je vous remercie.